un limiteur de portée sur cette sorte de machine-là, les Komatsu. Le couvert se trouve en arrière ici. Vous voyez que les hausses ici, on les a serrées avec des courroies justement parce qu'elles sont tellement rigides que si on veut se passer la tête, on n'est pas capable. Alors, on écarte un peu les courroies en question pour avoir accès justement au couvert qui est derrière. On enlève le couvert, puis à partir de là, on va pouvoir commencer la procédure pour faire l'alignement ou l'ajustement des capteurs de proximité qu'on doit installer. Il était important de nettoyer un peu la surface. Vous allez voir qu'il y a des machines qui ne sont pas aussi propres que celle-là. Pour pouvoir faire des marques au crayon, ce qu'on fait, on s'enligne sur le moteur central qui fait tourner toute la tourelle. Fait qu'on place pour ça une grosse terrape si on veut. Puis, en passant par le centre, on pointe vers le milieu. Et une fois que ça c'est fait, on fait une marque pour indiquer dans quel sens notre couvert va être placé. Parce que le couvert, si on le vire complètement de 180 degrés, puis que les POX, les capteurs de proximité sont dedans, il n'y a plus de séquence de rotation. C'est pour ça qu'à la fin de ce processus-là, on va mettre une étiquette dessus qui indique de bien faire attention à la position qu'on place le couvert. On fait une deuxième marque, mais cette fois-ci sur le dessus de la tourelle, parce qu'une fois que le couvert est enlevé, il faut quand même avoir notre référence. Le couvert, on peut finaliser la ligne transversale. Là, on sait que nos capteurs de proximité vont être alignés comme ça lorsqu'on va faire les trous. Voici les genres d'écarts qu'on se sert pour utiliser les capteurs de proximité. Vous verrez qu'il y en a deux sortes. Tout dépend du type de machine dans lequel vous installez vos capteurs de proximité. Vous choisissez en conséquence. On va vous montrer de quelle façon on installe ces capteurs de proximité. Pour notre machine, on va utiliser le capteur de proximité avec l'équerre qui est longue. La façon de l'installer, comme vous pouvez voir, sont décentrés un peu. On les place pour que le bout du capteur soit à l'extérieur. Il ne faut pas oublier de mettre une rondelle bloquante à l'intérieur, toujours du côté de l'extrémité. Puis on les place de façon à ce que le centre des dents soit un peu centré, un peu comme ça. Comme vous pouvez voir là, il y a autant de dents d'un côté que de l'autre. De même, de cette façon-là, on va pouvoir jouer avec le positionnement lorsque va venir les ajustements fins. On place les deux capteurs comme ça. Puis au moyen d'un autre équerre, on peut vérifier, voir s'ils sont pas mal. Comme là, on en place un dessus, puis on peut voir si les deux sont à la même hauteur. Là, il y en a un qui est un petit peu trop... ça, c'est dans l'ajustement fin qu'on fait ça en tout dernier, parce que ces capteurs de proximité-là agissent en dedans de 5 mm du métal. Fait que c'est important de bien les ajuster. Les dents devant lesquelles les capteurs vont passer sont sous cette plaque-là. Comme vous pouvez voir, la plaque est assez épaisse, puis nous autres, c'est en surface qu'on est. Alors, si je place ça dessus, vous allez voir que ça va toujours être vis-à-vis la plaque. Alors, on prend pour ça une note longue qui permet justement de descendre nos dents, nos capteurs plus bas, ce qui fait que les capteurs vont passer uniquement devant les dents lorsqu'ils vont être ajustés. Fait que vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Maintenant, moi, dans ce type d'ajustement-là, je me suis fait un outil au moyen d'un équerre. Vous voyez, j'ai coupé tout simplement la partie qui monte à 90 degrés. Cette partie-là, moi, je la mets de cette façon-là dessus. On va se servir justement de cet outil-là, parce que ça devient un outil. Puis on va placer de cette façon-là notre équerre.
viens de la côté dessus. OK. Puis, vous allez voir pourquoi que je l'ai fait comme ça. OK. Vous allez comprendre pourquoi maintenant qu'on a fait une petite marque sur le dessus. C'est pour positionner justement notre équerre. Si vous jouez un peu avec un va-et-vient, vous allez pouvoir sentir les dents que les capteurs de proximité touchent. Ça vous donne un indice où se trouvent ces dents-là. C'est quand on les a trouvés, on tient fermement le... Et voilà ce que ça donne. L'étape suivante, on replace le couvert à sa position initiale. On enligne les trous des vis. Et là, on prend notre outil, puis on l'amène sur la position que les marques qu'on s'est faites, ça nous donne un indice. Ensuite, quand on a fait nos pointes, on vient vérifier avec notre outil parce que la distance des trous est déjà calculée. Comme vous pouvez voir, on a fait des petites marques avec sur les deux derniers trous où on va percer dans le couvert pour fixer nos vis et fixer notre équerre sur lesquels sont montés nos capteurs de proximité. Je devrais porter des lunettes de sécurité, c'est prendre en photo. Voilà, je vais. Une montagne, je vais en avoir sur le tapis, mais on en a dans mon camion. Ouais, on voit rien à travers, ouais. Va chercher les... On a fait un pré-perçage sur... pourquoi 4 trous? Parce qu'il y a 2 fils qui vont sortir sur le côté. Et ça, ceux qui sont sur l'alignement, ce sont les trous dans lesquels on va insérer nos vis. Pour ça, il y a 2 grosseurs de mèches. Donc, l'une des mèches est du 1964, qui est un peu plus petit que le 516 qui va servir pour les vis. Là, j'ai changé la mèche pour une 516 parce qu'on est rendu au perçage, c'est-à-dire la position où on va mettre nos vis.
Le perçage est terminé. On nettoie nos pièces. Et si vous travaillez dans un garage, vous avez la possibilité aussi de passer une hose à air pour enlever les parties qui pourraient être à l'intérieur des trous. Une mèche à ébavurer, vous allez enlever les imperfections que causent les drills. On a deux sortes d'épaisseur de grommettes selon l'épaisseur des couverts. Dans notre cas, nous autres, on a besoin de vérifier tout simplement l'épaisseur du couvert qu'on a. On place le grommette sur le côté et on sait lequel prendre. Il y a des couverts plus minces, donc on prend les grommettes qui sont les plus minces pour ceux-là. Le type de câble qu'on prend pour les capteurs de proximité sont ceux-là. Important de protéger parce que vous pouvez travailler sur un chantier puis il ne faut pas que le bout du connecteur tombe sur le sol, sinon il pourrait s'incruster des grains de sable, toutes sortes de choses qui pourraient causer des problèmes. On a des petits bouchons qu'on peut placer sur le bout, tout simplement. Et ça aide justement que si notre câble traîne à terre, comme c'est souvent le cas dans les chantiers et dans la boîte et tout ça, ça protège notre connecteur. Le grommette, on passe le fil dans le centre du grommette, puis on fait suivre. Important, on le passe dans le couvert, mais il ne faut pas se tromper de côté. En dessous du couvert, et non pas sur la ligne qui sert pour mettre les vis. Là, c'est le temps de positionner. Toujours dans le sens contraire de la flèche que vous placez vos capteurs de proximité. Ça, c'est le fond de la machine. Ça, c'est le devant. On dispose pour ça de joints d'étanchéité qu'on peut placer sur les vis. Là, ce que je vais faire, je vais prendre des vis longues cette fois-ci. Pour une meilleure stabilité des capteurs. Alors, on place les fils sur les capteurs.
Les outils qui servent pour les capteurs, c'est une clé 5/16 qu'on a coupée en deux tout simplement. Comme vous pouvez le voir. Une partie qui est ouverte puis l'autre qui est fermée. La partie qui est ouverte, là, on l'a passée sur la meule justement pour pouvoir l'amincir. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace à l'intérieur pour pouvoir serrer. Et voilà, on ne les sert pas plus qu'il faut pour le moment, parce qu'il faut faire des ajustements. Alors, il y a une position pour mettre les fils. Et sur les sacs d'emballage, cette position-là est écrite. On les met normalement le brun, le bleu et le noir. Le brun étant dans le socket numéro 1. Vous allez voir ça, c'est écrit sur le côté du petit boîtier. Moi, je le fais par habitude, mais ça vient vite. Là, ce que ça donne. Alors, les sockets qu'on met, ce sont des sockets Deutsch. Naturellement, ça prend la pince Deutsch pour pouvoir les insérer. La pince Deutsch. Encore une fois, on les place pour venir les mettre dans le même sens que les premières étaient. Donc, vous pouvez voir que les bruns sont ensemble, les bleus sont au centre, et les noirs sont à l'autre extrémité. Là, on a un appareil qui est indispensable pour la calibration le positionnement des capteurs de proximité. C'est un petit appareil qu'on a fabriqué et qui permet tout simplement lorsqu'on place du métal devant un des capteurs, on peut les voir allumer sur le petit boîtier. Et ça va nous permettre de positionner nos capteurs à la bonne distance lorsqu'ils passent devant les dents. Oui. Donc on peut jouer un peu avec le couvert pour voir la proximité à laquelle on est avec les dents. Et là, comme on est un petit peu éloigné, on va pouvoir déplacer nos capteurs pour qu'ils sortent un peu plus, pour se rapprocher des dents. Alors, on dévisse, puis on sort un peu plus le prox. Comme vous pouvez voir, le prox est un petit peu plus proche. Alors, on resserre ça, puis on amène l'autre à la même distance.
C'est pour ça tout à l'heure qu'on ne serrait pas trop les prox. Quand je dis les prox, vous avez compris que c'est les capteurs de proximité ou capteurs de rotation. Inutile de trop serrer pour le moment. On refait une vérification. Là, on sait qu'ils sont bien positionnés. C'est simplement que les capteurs ne sont pas forcément devant la dent. Alors, on aligne nos trous ici de vis. Puis, on va dans la cabine et on fait un essai. Bon, l'étape suivante, c'est de vérifier justement avec si notre séquence on peut la voir. Pour ça, il faut monter dans la cabine et démarrer la machine. Vous voyez les séquences apparaître sur... alors, il faut mouver tranquillement le boom dans le sens horaire ou anti-horaire et observer ici, la séquence est bonne. Comme là, on a une bonne séquence. On va pas trop loin. C'est une vérification qui est importante, qui ne prend pas de temps à faire. Et là, comme vous pouvez voir, la séquence est bonne. Une fois les capteurs de proximité ajustés, on passe à l'étape suivante qui est l'inclinomètre. Sur un système de 2D comme on installe ici, on a pris à peine des numérotés. On a 71, 72 et 73 qui sont écrits sur les inclinomètres. La première partie pour moi, c'est l'inclinomètre 71 qui a une entrée et une sortie. Ce qui est important dans ça, c'est de mettre de la graisse diélectrique dans les embouts pour qu'il y ait un bon contact. Ça protège contre l'humidité et la corrosion. Ça donne un bon contact électrique. Alors, la clé que ça prend pour serrer ça, c'est du 13 mm. L'emplacement, est-ce qu'on va mettre ça? C'est un emplacement où c'est facile de... Ce que je fais d'habitude sur ce type de machine-là, j'inverse ça tout simplement de bord pour ne pas avoir d'obstacle, d'interférence quand je pose mon support. On pose toujours l'inclinomètre, la face à droite. Quand on est sur le baume, la flèche, on place tout le temps ça pour que la face, le dos, là, soit à l'extérieur, vers la droite.
Alors, quand on passe notre fil, on s'arrange pour le passer pour pas qu'il dépasse à nulle part. Observez tout simplement sur le boom s'il y a la présence de fil déjà. Puis alignez-vous sur un, deux autres, puis ça va bien aller. Alors, sur les Komatsu, des fois, on n'a pas besoin de prendre de terrain parce qu'ils ont déjà prévu des attaches pour qu'on puisse passer le câblage. Comme vous pouvez voir. Et par sécurité, on peut toujours en rajouter aussi des terrains. Pour s'assurer que les fils sont bien en place. Une fois notre câble d'inclinomètre installé, on le passe à l'intérieur pour l'amène proche de nos câbles pour les capteurs de rotation. On enlève l'excédent de loom qu'il y a sur le fil parce qu'il y en a très long. Mais il est utile ce qu'on enlève, vous allez le voir. On s'en sert tout simplement pour nos câbles de rotation qu'on avait remarqué qu'il n'y en avait pas de loom dessus. C'est nous qui le mettons pour les protéger tout simplement. Quand on a loumé suffisamment de câbles, ce qu'on peut faire ensuite, c'est une loupe. Ça, c'est pour le service en fait. Parce que il peut arriver des fois qu'on est appelé à aller faire du service sur une pelle qui ne fonctionne plus. Si on fait une loupe, ça nous permet justement de sortir les capteurs de rotation pour pouvoir les avoir à portée de la main. Si on ne fait pas le loupe, qu'on tire le fil directement dedans, on est mal pris là, pour pouvoir travailler. Alors, il est important de faire une loupe. On va mettre une terrasse. Ça, c'est sur le câble de rotation. Les câbles de rotation et non pas sur... Voilà. Et on tire le tout. On met les fils ensemble puis on les tape tout simplement parce que vous savez qu'on a déjà mis les sockets de Deutsch dessus. Alors pour les protéger, on met un tape, on met les câbles ensemble parce qu'on va les passer à l'intérieur sous la cabine. Et pour ce faire, on va déplacer tout simplement le boom, on va le mettre à 90 degrés de ce côté-là pour avoir accès au panneau qui est sous la cabine.
Fait qu'on passe nos fils sous la cabine, comme vous pouvez voir, pour les emmener dans la position de les mettre prêts. Pour les passer dans la cabine, il faut les... On a démonté un couvert, comme vous avez pu voir. Ah, le petit trou, il n'est pas percé encore. On va aller le percer. Au moyen d'une rallonge, on est capable d'enlever toutes les vis du panneau arrière parce qu'il faut démonter la partie arrière pour avoir accès puis venir porter notre harnais de tout le système qui va être sous le banc ici. Alors, j'ai déjà enlevé les vis pour pouvoir prendre un peu d'avance. On enlève les parties. Une fois qu'on a enlevé les obstacles sur les côtés, on a accès à 4 vis pour enlever le siège. Là, on peut enlever le siège. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses à enlever. C'est nécessaire de le faire. Là, on a accès. On peut voir qu'il y a un bel gros espace ici pour placer notre harnais. Alors, il va nous rester à faire, c'est de passer nos fils dans la cabine en arrière de ça. On passe notre fil à l'arrière, comme vous pouvez voir, pour l'emmener dans une partie que ce soit le plus esthétique possible. Et voilà. Ça fait qu'on est rendu à la partie coupure hydraulique. La coupure hydraulique fonctionne avec le bas ici. Et si on regarde à l'intérieur, on voit le connecteur de la coupure hydraulique. Chez Ecotrac, on a fait la même chose. On s'est pourvu de connecteurs mâles et femelles identiques à celles de la machine. Tout ce qu'on a à faire, ça va être de déconnecter ça et de brancher ça à la place. Fait qu'on passe le fil à l'intérieur. Vous remarquerez qu'on a enlevé avec le couvert de côté. On a accès à nos connecteurs. On rentre le fil. Quand il est rendu assez proche, on déconnecte tout simplement le fil de Komatsu. On l'a dans les mains. Et on branche tout simplement notre connecteur à nous. On branche l'autre partie aussi. Et voilà. Ce que ça fait en fait, le bras de coupure, c'est que on intercepte le courant qui arrive sur l'interrupteur qui est activé par le bras pour placer un relais qui est normalement fermé. Alors c'est comme si on mettrait deux interrupteurs en série. Et
Notre relais va être activé tout simplement lorsque la limitation va être atteinte. On va faire la coupure hydraulique, puis il va arrêter toute l'hydraulique de l'appel lorsque la limitation est atteinte. On a déjà installé les connecteurs pour les capteurs de proximité et de l'inclinomètre. Il nous reste maintenant le câble de coupure. Sur le câble de coupure qui reçoit le relais, on va installer. On va me chercher la pince assertie, s'il te plaît. Quand le fil est trop gros, on peut couper un peu les oreilles pour permettre une meilleure adhésion quand on sert de la pince à sortir. Là, on se trouve à avoir un connecteur qui est déjà préparé à recevoir le relais. Si vous regardez sur le relais, vous allez remarquer une des choses, sur les grosses pelles, c'est du 24 volts. Il faut s'assurer que le fil noir qui reçoit l'alimentation de la coupure soit positionné sur la pin 30 de notre connecteur. Donc la pin 30 correspond à la partie qui est en bas. Alors il faut le positionner tout simplement ici. Sur le cas du 24 volts, c'est là qu'on installe ça. Et l'autre, on l'installe tout simplement au centre. Et voilà, notre relais, il est prêt à fonctionner. Là, même si l'appel, on n'a pas terminé, que ça, c'est pas branché encore sur le harnais qui reçoit le microcontrôleur, tout ça, le fait qu'on a mis notre relais, on peut démarrer l'appel puis il va avoir leur hydraulique, même si on n'a pas terminé. Puis des fois, quand on est sur un chantier, ils ont besoin de manipuler l'appel. C'est important que le relais soit dessus. Sinon, ça ne permet de se servir de l'hydraulique. Il est important, quand on soude, de faire fondre le fil sur le fil de cuivre et non pas sur la pointe du fer à souder pour ne pas provoquer de soudure froide. Quand le fil est suffisamment chaud, vous allez remarquer que l'étain va fondre du sol dessus. Donc, vous pouvez le voir là. Ça fait une soudure qui est très bien faite. C'est ce que ça donne comme résultat final lorsqu'on a soudé le fil du fusible. Naturellement, qui est recouvert par une gaine thermo-rétractable pour éviter tout contact parce que c'est du 24 volts qui est là-dessus. Maintenant, j'en ai ici les deux types de fusibles que vous allez rencontrer sur les machines. Soit les mini Atto, la petite fibre, la petite fusible, ou la fusible un peu plus large qu'on appelle l'Atto. Sur la Komatsu, c'est une fusible plus large qu'on a. Lorsque vous insérez une fusible en parallèle, retirez la fusible du bloc fusible dans la machine pour la positionner à côté de celle qui est là. C'est ça qu'on va donner comme résultat final.
je me suis introduit dans la cabine pour vous montrer de quelle façon que l'alimentation doit être faite lorsqu'on branche le harnais. Vous avez le bloc fusible ici. Ce qui est important du bloc fusible, c'est de repérer une fusible qui est libre. Si vous voyez ici sur le panneau, on a la fusible numéro 13 qui est marquée Option Light. On en avait un autre à côté, 12, qui est marqué Spare. Celui-là, on peut l'utiliser, mais vous remarquerez que c'est une 10 ampères. Et ce qu'on a fait, on a retiré la fusible, puis on l'a branché en parallèle avec notre fusible de 5 ampères. Parce que si on a besoin d'utiliser ce spare-là pour autre chose, il faut qu'elle soit encore là. Il ne faut pas la retirer. Nous, on fonctionne sur 5 ampères. La façon dont on doit placer maintenant notre fusible est très importante. Vous avez sur un côté l'endroit où le courant arrive. Si vous regardez, là, bon, la fusible qu'on a pris, là, on l'a retirée. Voyez-vous, vous avez 25 ampères lorsque la clé est mise en contact. Si la clé n'est pas en contact, c'est supposé de fermer ça. C'est ce qu'on va faire, on va la fermer. Puis on va vérifier, voir si elle est bien fermée. Et où elle est fermée, il y a 0 volt. Si on ouvre la clé, le 25 volts apparaît. C'est important parce que lorsque la machine est arrêtée, il y a des fusibles qui, eux autres, sont en continu. Il y a tout le temps une tension dessus. Il ne faut pas que le système reste en opération lorsque la machine est arrêtée. Sinon, ça va mettre la batterie à terre. Maintenant, le positionnement de la fusible est très important. Il y a un côté par lequel le courant arrive. L'autre côté, c'est les circuits qui sont là. Si vous placez ça en envers, votre fusible, votre système ne sera pas protégé. Vous allez avoir du courant, mais ça ne sera pas protégé. Sur ce type de montage-là, le courant, nous autres, ils viennent le chercher sur l'extrémité. Donc, on a vu tout à l'heure que le bus du 24 volts est de ce côté-là. Ce côté ici, il n'y a rien. Alors, il faut la placer de cette façon-là, dans ce circuit-là, parce que l'alimentation arrive là, et là, on passe à travers la fusible pour protéger notre circuit. Pour ce qui est de la mise à la terre, qui est le négatif de la batterie, on va se servir tout simplement d'une vis qui est directement sur le métal. Parce qu'on sait que le négatif de la batterie est relié à l'ensemble du métal. Pour le négatif, on se sert d'une vis qui est directement sur le métal. J'en ai une ici. Et là, on sait que notre circuit il est alimenté. Maintenant, le harnais principal, comme je vous ai dit, dans ce type de machine-là, on a de l'espace en masse pour pouvoir le camoufler sans que ça dérange quoi que ce soit. Alors, on met le microcontrôleur dans le coin, un endroit où ça ne dérange pas. Puis, on va faire les divers branchements parce qu'on a tout apporté nos fils aux endroits où ils devaient être. Alors, le fil de l'inclinomètre, on le branche sur le harnais. Ensuite, on va brancher les câbles des détecteurs de proximité, des capteurs de rotation, si vous préférez. Ces deux-là sont branchés. On arrive après ça au relais de coupure. Lui aussi se branche sur l'inclinomètre. Vous allez remarquer que les raccordements sont prévus pour. Vous ne pouvez pas vous tromper bien. Et vous mettez tout ça dans le coin. Il va nous rester un câble à brancher, c'est celui-là de l'écran. Pour ce faire, on passe le câble, on va l'emmener à ça. Bon, pour le placement de l'écran, on doit tenir compte de l'ouverture de la vitre avant.
si vous voyez, on a déjà placé l'écran pour prendre un peu d'avance, mais elle n'offre aucune interférence avec la vitre lorsque l'opérateur veut ouvrir la vitre. Une fois que l'écran est positionné, le fil c'est pareil. Pour que ce soit esthétique, on le passe à l'intérieur, on descend jusqu'en bas, on le passe sur le tapis, puis on l'emmène jusqu'à l'arrière. Bon, un coup le fil branché, vous savez, alors là on a déjà pris de l'avance. On le passe à un endroit où esthétiquement ça ne paraît pas, puis c'est pas encombrant pour l'opérateur, parce que les autres ils mettent toutes sortes d'affaires dans leur cabine. Alors il faut que le fil soit bien camouflé. Pour ça, on descend le long de ça. Normalement, on enlève cette partie-là. On a des espaces à l'intérieur pour passer notre fil sans que ça soit un problème. Mais ça, à quoi on doit faire attention, c'est que vous remarquerez que le moteur du lave-glace est là. Il est situé dans cette région-là. Alors, n'allez pas placer votre fil pour que que ça interfère avec le moteur lorsque lui travaille, parce que ça pourrait couper votre fil. Alors, il y a un endroit que faut que vous fassiez attention à l'intérieur de ça pour passer votre fil. Le fil descend, puis on le fait passer tout le long du plancher. Vous voyez, il n'est pas apparent nulle part, là. Il descend, puis il s'en va en arrière. Donc là, je me suis glissé derrière le banc de l'opérateur pour vous montrer de quelle façon que le fil de l'écran doit passer. Fait que si vous remarquez, je l'ai fait passer sur le plancher, puis je le fais passer derrière ces fils-là. Puis sur les Komatsu, mais on est chanceux, on a un beau petit passage qu'on peut se servir. Alors, vous passez votre fil ici, puis une fois rendu ici, on va pouvoir le brancher. Là, il n'interfère pas nulle part. C'est ça qu'il faut. Fait qu'il ne nous reste plus rien qu'à brancher notre fil d'écran. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va procéder à la vérification si tout fonctionne sur l'écran. Donc, en mettant la clé en contact, on va voir si toute notre alimentation fonctionne. L'écran devrait allumer. Et voilà. On laisse le programme s'installer, ce qui n'est pas très très long. Puis là, on voyait notre écran avec la position du boom qui est à 0, puis notre pelle est à 0 physique. Mais là, la calibration n'a pas encore été faite. C'est sûr que la calibration est nécessaire pour qu'on ait des bonnes lectures là-dessus. Ensuite, à l'installation du limiteur de portée sur notre excavatrice, on va passer à l'étape suivante qui est le système 2D. Le système 2D requiert 2 inclinomètres additionnels. On a déjà posé un 71-20. Le suivant, ça va être un 72-20. Et le dernier va être un 73-20. Ces 3 inclinomètres-là, il y en a un qui est déjà placé sur la flèche qu'on appelle en anglais le boom. Celui-là, on l'a déjà vu ensemble. Il y a une entrée puis il y a une sortie. Là, sur celui-là ici, je n'ai pas mis la sortie, mais il y a une entrée puis il y a une sortie. On place un câble à partir du 71-20 pour relier à la flèche qu'on appelle en anglais le stick, le 72-20. Naturellement, ce câble-là, on ne pourra pas le laisser tel quel. On va se servir pour ça de hose hydraulique dans lequel on va passer le câble justement pour éviter que lorsque la pelle est en travail, qu'elle travaille dans des endroits où c'est pierreux, où il y a des obstacles, que notre fil ne soit pas coupé ou endommagé. Une hose hydraulique comme ça, c'est idéal pour faire ce genre de travail-là. Ici, on a déjà un exemple de qu'est-ce que ça donne lorsqu'on passe un câble à l'intérieur de notre câble hydraulique. Vous voyez qu'il y a un petit bout d'à peu près 1 mètre. Là. Ça, c'est placé normalement sur la fin. Et comme vous pouvez voir, c'en est un, ce que j'ai pris pour vous montrer qu'est-ce que ça peut faire comme travail. Voyez-vous comme ce qui est endommagé, celui-là.
Alors c'est pour ça qu'on met ça dans un câble hydraulique si on n'avait pas une hose hydraulique. L'inclinomètre de notre limiteur de portée, qui est le 7120, il comporte une entrée et une sortie, comme vous avez pu voir. La sortie, on va placer notre câble qui va aller sur la partie flèche, balancier, c'est-à-dire. Bon, on est sur la terminaison de notre 7120. Et vous pouvez voir un peu ici, là, comment est-ce que c'est arrangé. On a notre câble qui arrive directement du harnais. La sortie va aller sur le prochain inclinomètre qui se trouve à être sur le balancier. Et vous pouvez voir, là, si vous suivez les fils, on s'arrange pour que les fils accrochent le moins possible. Oui. Maintenant, on arrive au collet de serrage pour fixer les hoses hydrauliques dans lesquelles notre fil va passer. La première pièce, c'est une pièce qui est faite spécialement pour entrer dans les collets. C'est cette partie-là qu'on va devoir souder sur le balancier puis sur l'os de chien. Comme vous pouvez voir, ils sont faites pour s'emboîter spécialement dedans. Cette partie-là est déjà soudée en place lorsque vous avez déterminé la position sur le balancier puis sur l'os de chien. On les rentre comme il faut. Puis, on vient terminer avec une pièce sur le dessus. Étant donné que ça, c'est du plastique, il faut le faire avec une pièce de métal. De cette façon-là, on est certain que notre vis va très bien fonctionner. C'est ça que ça va donner une fois que ça va être posé sur le balancier et sur l'os de chien. Voici le travail une fois qui est fait, qui est complété. Vous reconnaissez ici, vous allez reconnaître ici les collets de serrage qu'on a fixés. Ça, c'est notre deuxième inclinomètre qui est monté sur le balancier. Puis, les parties que je vous disais qui sont soudées directement, le sont directement sur le balancier. Pour fixer notre câble à l'intérieur, occupez-vous pas de voir, là vous voyez des câbles extérieurs, c'est parce que cette machine-là, elle sert pour la recherche et le développement. Ce sont des essais que nos ingénieurs ont fait par la suite. Mais notre installation sur le chantier, c'est celle-là qui protège justement notre câble. Tous les câbles d'ailleurs devraient être protégés à l'intérieur d'une hose hydraulique. On arrive ici sur la partie qu'on appelle, nous autres, l'os de chien. Le dernier inclinomètre, qui est le 7320, arrive ici. S'il n'y a pas de résistance de terminaison, c'est parce qu'elle est incluse à l'intérieur. Dans le système 2D, on se sert d'un diviseur parce qu'on a un récepteur laser qui est à l'avant. C'est pourquoi que l'un des fils de sortie va aller au récepteur laser et l'autre vient sur le premier inclinomètre. C'est le récepteur laser en question qui sert à où notre fil arrive. Là. Le fil vient se brancher ici. Vous remarquerez aussi que cette partie-là, c'est une partie qui est assez fragile, alors elle est amovible. On peut l'enlever lorsqu'on ne s'en sert pas. Pour l'opérateur, c'est idéal. Le capteur laser nous permet de mesurer la profondeur par rapport à un point d'origine, c'est-à-dire la référence d'origine. Ceci complète notre instruction sur l'installation d'un limiteur de portée avec système de creusage 2D.